Bonjour et bienvenue à la pause découverte de la formation continue de l'UQAM. Mon nom est Annie Desharnais et je suis conseillère en communication. Je suis accompagnée de ma collègue Rouba Bachour qui s'occupera du clavardage. Aujourd'hui, nous allons animer une courte discussion sur les techniques de gestion de projet et les outils nécessaires à utiliser afin de bien réussir cette activité. Pour vous en parler, nous avons invité Mustapha Belabdi. Monsieur Belabdi a un doctorat en communication. Il enseigne au département de communication sociale et publique de l'UQAM depuis plus de 20 ans. Il est consultant et formateur en communication et développement international. Ses autres champs d'expertise sont la planification stratégique, la conduite du changement, la gestion des enjeux et bien entendu le sujet qui nous interpelle aujourd'hui, la gestion de projet. Sans plus tarder, je laisse le micro à Monsieur Belabdi. Euh, Merci Annie et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire consacré à la gestion de projet, comment élaborer ou mettre en place une méthode efficace. Bien sûr, c'est on parle de gestion de projet. Il y a beaucoup d'éléments à définir d'abord pour pouvoir appliquer la gestion de projet. D'abord, la question de projet en tant que tel. Vous savez, si vous êtes en organisation ou si vous travaillez pour une institution ou si vous développez des projets comme mandataire pour des organisations, vous assumez des rôles différents dépendamment des contextes et dépendamment, bien sûr, des tâches qui vous sont assignées. Les projets, ça varie d'envergure entre des petits projets, des activités, des tâches, des opérations, etc., ou des projets structurés et même structurants pour les organisations, donc qui ont une valeur ajoutée significative pour le développement de ces organisations-là. Alors, projet, c'est apprendre avec une définition, je dirais, large, et c'est à définir comme un désordre, c'est-à-dire c'est une situation qui demande à être organisée, mais moyennant une méthode, moyennant des techniques, moyennant des façons de faire. Et la gestion de projet constitue justement ce savoir, ce savoir-faire qui peut aider à prendre en charge un projet et le transformer. Parce qu'un projet, au final, il devient un résultat. Et ce résultat, c'est un produit, c'est un service, c'est quelque chose concret, de concret, je dirais. Et donc, la gestion de projet peut se greffer sur n'importe quel projet dans n'importe quel domaine d'activité. Évidemment, il y a plusieurs méthodes à suivre et à utiliser, des méthodes, je dirais, des méthodes classiques ou des applications qu'on utilise aujourd'hui en organisation pour avancer. Alors, je vais parler d'abord des applications. Comme vous le savez, c'est développer énormément d'applications aujourd'hui qui travaillent sur la gestion de projets. Asana est très populaire dans les milieux organisationnels. Il y a une version gratuite et une version plus élaborée et qui permet de travailler en réseau, en interne, je dirais, pour travailler en équipe et réaliser différentes tâches qui portent sur un mandat, un projet quelconque, etc. Euh, on peut travailler avec Heorka, on peut travailler avec plein d'autres. MS Project, par exemple, c'est un logiciel élaboré avec, je dirais, une identification détaillée des tâches, des qui fait quoi et ainsi de suite, avec une planification dans le temps, un suivi et ainsi de suite. C'est un logiciel très intéressant qui peut aider beaucoup. Il faut apprendre d'abord le logiciel, puis après, il faut le mettre en place et travailler, bien sûr, à gérer des projets. La gestion selon des logiciels ou des applications est intéressante et peut être appliquée à des cas courants, je dirais, ou à des projets d'organisation. Les méthodes qui sont développées autour de ça et qui peuvent utiliser également
je dirais, des logiciels ou des applications, mais avec un suivi, je dirais, plus direct. Il y a la méthode d'abord classique, la méthode en cascade. C'est une méthode euh, connue de gestion de projet qui va suivre les étapes de gestion de projet et ces étapes-là se suivent. Donc, une, dans le temps et selon les activités, les ressources, la mobilisation des ressources et ainsi de suite. La méthode agile est une méthode très utilisée dans certains milieux. Elle va mettre le focus sur les besoins des clients. Donc, les besoins des clients sont les priorités et autour de ça se greffe un certain nombre de tâches, d'opérations et activités donc pour avancer méthode du chemin critique, par exemple, va mettre l'accent sur la durée et le résultat d'un projet en termes d'activité, en termes de mobilisation de ressources, en termes de moyens techniques et autres. La méthode PERT est utilisée également en gras. C'est une espèce d'arborescence qui est utilisée également la méthode Lean. Vous voyez, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées et qui servent beaucoup la gestion de projets selon des angles d'attaque, si l'on peut dire. Hein. La méthode que je veux partager avec vous aujourd'hui est la méthode, je dirais, en cascade, c'est-à-dire la méthode en étape, parce elle est à la base un peu de tout. Les autres méthodes, qu'elles soient applications, qu'elles soient logiciels, sont des méthodes qui se greffent sur cette base-là et qui prennent des orientations différentes. Donc, la méthode en cascade serait une méthode à apprendre et à partir de là, vous pouvez également choisir ou affiner selon vos orientations et vos préférences et vos besoins. Donc, si je reviens à la méthode en cascade ou en étapes, je vais la présenter donc brièvement, puisqu'on est en webinaire et on est en mode synthèse, je vais la présenter en 3 étapes, c'est-à-dire il y a un avant, un pendant et un après. Je vous fais abstraction un peu de tout ce qui est le fait de cerner un projet, de décrire ses objectifs, ses buts, hein, ses intrants, ses extras, etc. Je vous fais aussi l'abstraction de l'étape de faisabilité parce que pour n'importe quel projet, il y a des étapes de prise de décision pour savoir est-ce que le projet tient la route, est-ce que on dispose des moyens techniques, financiers, des moyens aussi, des ressources humaines nécessaires et est-ce qu'il est rentable économiquement dans le sens, qu'est-ce qu'il rapporte comme bénéfice à la collectivité et comment on peut établir le montage financier. Ça, c'est la faisabilité. Puis vous savez, pour certains projets, ça peut durer longtemps, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut être aussi intéressant. C'est pas un temps perdu, c'est du temps pour avoir une vision claire puis une idée claire sur la gestion de projet. Ensuite, vous savez, l'étape de planification est une étape cruciale, je dirais, pour la gestion de projet et c'est l'étape sur laquelle repose, hein, je dirais, la préparation hein, de toute réalisation de projet. Quand on parle de préparation, il faut penser au volet tâches, au volet ressources humaines, mais également aux opérations. Alors, quand on parle de tâches, euh, comme premier axe ou volet, je dirais, les tâches, c'est pas simple à travailler. Les tâches, il est important d'identifier l'ensemble des tâches requises par un projet. Et quand je parle de tâches, ça inclut autant les opérations techniques, autant la logistique, autant la coordination, autant les prises de décision, etc. C'est l'étape première, je dirais, c'est le premier volet de planification qu'on regarde. Et quand on regarde les détails des tâches, alors c'est complexe pour les petits projets, pour les projets qui sont faciles à cadrer, c'est faisable. Mais quand on est devant des projets plus complexes, plus diversifiés, plus étendus dans le temps, les tâches deviennent un défi
parce qu'il y a des tâches qui sont indépendantes, qu'on va réaliser, puis on passe à autre chose, et qui n'empêchent pas les équipes de continuer à travailler. Donc, c'est des tâches qui se réalisent de manière parallèle avec d'autres tâches. Alors, elles sont indépendantes. On peut les faire aujourd'hui ou la semaine prochaine ou la semaine d'après et n'ont pas d'impact sur les autres tâches. Et il y a des tâches qui sont interdépendantes. Les tâches qui sont interdépendantes, il faut les identifier, il faut voir le degré d'interdépendance. Si je prends un exemple, prenons une construction d'un bureau ou d'une salle de réunion. Si je dois construire une salle de réunion et la mettre en place avec l'équipement et tout, alors je ne peux pas commencer à mettre en place les tables, les chaises, les micros, etc., avant d'abord de construire la salle en question. Je ne peux pas mettre la peinture avant de mettre les murs, les plafonds, le plancher, etc., les fenêtres. Je ne peux pas mettre les portes avant de tracer et avant de mettre la structure en tant que telle. Donc, vous voyez, il y a des tâches, l'ébéniste ou le menuisier ne va pas pouvoir travailler avant les personnes qui font la construction, etc. Il y a une succession dans les tâches. Et donc, il y a une interdépendance entre ces corps de métier et entre les tâches qu'ils réalisent. Alors, les tâches, c'est à prendre avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de professionnalisme et d'expertise, parce que c'est important d'abord d'identifier l'ensemble des tâches et ensuite de mettre un ordre dans ces tâches-là. Ensuite, il est important de voir la durée de ces tâches, leur consistance, combien ils demandent en termes d'efforts, en termes de temps. Parce que tout ça va avoir des incidences sur la suite, notamment les ressources humaines. Et donc, les ressources humaines, il faut les choisir en fonction des tâches identifiées. Alors, combien de tâches, combien de disciplines, combien de techniques, combien de secteurs, etc. On ramasse le tout, puis on identifie les différentes ressources qui puissent intervenir chacune dans ce qui le concerne. Et donc, identifier les ressources, c'est encore un autre défi. Comme vous le savez, ce n'est pas évident de choisir des ressources humaines. Il faut se fier à des matrices, il faut se fier à des gabarits ou à des cadres qui identifieraient, bien entendu, les profils, mais également les qualifications, l'expérience, l'expertise, le niveau de pratique, la familiarité avec le domaine, le nombre d'expériences exécutées dans un domaine. Et ça, il ne faut pas l'identifier arbitrairement. Il faut savoir comment l'identifier et pour plus d'efficacité, c'est-à-dire pour que les personnes mobilisées soient des personnes qui puissent prendre en charge le désordre du projet et le mettre en ordre. Tout à fait. Et il est à souligner que si on ne choisit pas les bonnes personnes, on va se ramasser avec un travail qui n'est pas approprié, qui n'est pas, je dirais, représentatif, qui n'est pas conforme aux exigences d'un projet. Quelles sont les exigences et les impératifs d'un projet? Elles sont de trois. La qualité, c'est-à-dire la qualité requise qui revient à représenter quelque chose d'identique à ce qui a été prévu, le temps, le respect de la durée du projet et les finances, ne pas dépasser le budget donc les tâches plus les ressources humaines avec un arrière-plan qualité, temps et finances. Vous voyez un peu la composition et les défis. Bien évidemment, derrière tout ça, la question de tâches et d'intervenants ou de ressources humaines va nous amener à la question d'opération, c'est-à-dire la durée de chaque tâche et la succession des tâches qu'on peut mettre dans un calendrier, qu'on peut mettre dans un tableau Excel ou qu'on peut mettre
aussi dans un diagramme de Gantt. Moi, je recommande fortement le diagramme de Gantt pour des projets de petite et moyenne envergure. Le diagramme de Gantt se présente en tableau avec, bien sûr, en colonne, vous avez les tâches successives dans l'ordre de leur exécution. Et vous avez de l'autre côté le temps, le facteur temps, donc bien sûr qu'on peut découper en semaines, en mois ou en jours, dépendamment de la durée du projet. Et la combinaison entre tâches et temps va nous donner une idée sur le suivi des opérations. Donc, c'est important de tenir compte de ce volet-là pour pouvoir, bien sûr, réussir à faire un suivi, mais à s'assurer que les tâches sont exécutées selon l'ordre qui a été identifié au préalable. Et la question financière qui est aussi importante et non des moindres, la question financière est cruciale parce qu'elle permet également de regarder les dépenses et chaque dépense compte. Donc, de façon à ce qu'on n'ait pas à manquer d'argent ou à dépenser moins que ce qu'il en faut et se retrouver à avoir de l'argent qui reste. Il faut que la gestion soit optimale et donc qu'on réussit à dépenser le budget conformément à ce qui est prévu dans le projet. Bien évidemment, en parlant de tout cela, ce n'est pas une seule personne qui peut veiller à l'ensemble. On peut être un chef de projet, on peut être une personne à la tête de réalisation qui conduit et pilote le travail, mais il est important d'établir des comités et des groupes de personnes qui vont se partager les tâches pour que le travail soit réalisé de manière collégiale, de manière aussi à favoriser les décisions et à travailler de manière professionnelle et dans la rigueur qui est requise par un projet. Voilà donc des points auxquels il faut prendre, bien sûr surveiller pour que le travail soit fait de manière professionnelle. Très bien, ben, je vois ici les questions. Alors, C'est ça, il y a M. Guindon qui demande oui, comment Monsieur être Gendon. efficace lorsque nous avons plus d'un projet à gérer à la fois pour faire les différents suivis. Très bien, très bonne question. Encore une fois, je reviens à la définition de projet. Est-ce que projet, c'est une activité de routine? Est-ce que c'est une activité nouvelle pour vous? Est-ce qu'on est une petite équipe avec beaucoup de tâches à réaliser? Et dans ce cas-là, il faut établir une façon de faire collaborative qui tient compte des forces des uns et des autres et qui permet une meilleure synergie, une meilleure communication, surtout entre les parties, pour garder le lien solidaire entre les personnes et miser beaucoup sur la communication pour avancer. Parce que la communication, c'est ce qui permet de débloquer et de faire preuve d'imagination. Donc, j'essaie un peu de cadrer d'imaginer le cadre de petite équipe, beaucoup de projets avec des suivis, donc une lourdeur dans les tâches. Il faut également se parler à la hiérarchie, parler autour de soi pour sensibiliser à l'importance de la collégialité, à l'importance aussi d'identifier les nœuds, d'identifier les problématiques pour pouvoir les rendre plus fluides et les dépasser parce que c'est important de gérer cet aspect-là. Monsieur Guindon, vous voulez ajouter une autre question? Oui, bien en fait, merci pour votre réponse. Ce que je voulais vous indiquer, c'est que moi, ma difficulté, c'est que je suis seul comme employé dans mon organisation et je suis dans le domaine événementiel. J'arrive, j'ai des nouveaux événements, j'ai un lancement de livre, j'ai une nouvelle conférence, j'ai un spectacle qui s'en vient. Comment gérer quand on en a plusieurs? Est-ce qu'il y a
un outil que je pourrais utiliser pour être capable de faire tous mes suivis sans que ce soit trop compliqué à gérer. Oui. Les événements sont chronophages, comme on dit, ça gruge beaucoup de temps. Je dirais, une des petites solutions que vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité de recruter des personnes, recruter des stagiaires, des personnes en gestion de projets qui pourraient d'abord partager avec vous certaines tâches cléricales ou des tâches, je dirais, de recherche, de gestion, de liste de participation, de logistique, etc., parce que ça prend, je dirais, non pas seulement des Asana pourrait aider beaucoup au niveau de la planification des tâches, etc., mais puisqu'il s'agit d'événements, il faut répondre à des personnes, il faut prendre des rendez-vous, il faut réserver des salles, il faut s'assurer que les personnes... Donc, il y a beaucoup de logistique à part les autres aspects, je dirais. L'événementiel, ça gruge beaucoup de temps et c'est important de s'entourer d'une équipe et de s'asseoir pour identifier les nœuds et les défis, de les aplatir au fur et à mesure en responsabilisant, mais non en responsabilisant les uns et les autres sur des tâches, mais en faisant un mode, je dirais, solidaire, c'est-à-dire que si les personnes gèrent lentement, il faut leur donner un appui. Si les personnes, donc une mutualisation des efforts pour que ce soit, je dirais, plus rentable. Mutualisation, c'est-à-dire sur le même effort, si une personne a des difficultés, lui donner un coup de main pour pouvoir avancer plus rapidement. Mais pour les événements, l'événementiel, je pense, quand il y en a plusieurs, on n'a pas le choix, on doit s'entourer d'une équipe et d'établir un mode opératoire où on peut déléguer certaines responsabilités. Déléguer, c'est un maître mot pour ne pas avoir à gérer la lourdeur de l'ensemble des personnes et bien sûr l'ensemble des tâches. Voilà pour M. Gandon. Si on avait le temps, peut-être j'aurais élaboré davantage sur chaque point, puis avec plus de détails et plus d'éléments, mais malheureusement, pour ce webinaire, on n'a pas assez de temps. Avez-vous un document de suivi comme exemple? Vous savez, j'ai cité des applications, le Heorka, j'ai cité le Asana. Il y en a d'autres qui ne me viennent pas en ce moment à l'esprit. Le Asana, il peut se faire, il y a une version gratuite que vous pouvez tester. Excel est un document, permet de gérer pas mal les tâches. Si on s'y connaît bien, vous pouvez utiliser un tableau Excel avec identification des tâches, identification des ressources. Et quand je parle tâches et ressources, vous pouvez mettre aussi la durée. Et donc, c'est une combinaison qui permet de mettre le focus sur l'essentiel. Bien sûr, dans un autre document, il faut gérer les questions de finances pour que ce soit équilibré. Voilà, ça c'est pour Maria. Je dirais, est-ce qu'il y a d'autres questions en bas? Oui, M. Blabdi, il y a d'autres questions. En fait, j'ai dit dans le clavardage qu'on allait envoyer une liste par courriel là, des applications et des logiciels que vous avez donnés parce que je ne peux pas les écrire maintenant dans le clavardage. Oui. Mais il y a aussi une autre personne qui a écrit comme question comment choisir l'outil à utiliser pour un projet, donc que ce soit Gantt, PERT ou autre. Oui. Gantt, c'est un diagramme et il est plus facile à utiliser que PERT parce que PERT, c'est vraiment une espèce d'arborescence. Les forces de Gantt, c'est justement d'avoir une liste. Donc, le diagramme de Gantt, il est disponible sur Internet. Cherchez juste le diagramme de Gantt. Gantt, oui, voilà, c'est avec 2 T, c'est très bien. Et voilà, vous avez la liste des tâches plus la ligne du temps et la combinaison entre les deux. Donc, ça vous permettra de placer les tâches dans l'ordre de leur succession temporelle et bien sûr de pouvoir regarder la succession d'un bout à l'autre par semaine, par mois, par jour,
dépendamment de la durée de votre projet. Et donc, ça vous permettra de faire également le suivi au fur et à mesure.